Vous écoutez Radio Diaspora Vision, la voix de la diaspora sénégalaise dans le monde. Chaque semaine sur les ondes de Radio Diaspora Vision, votre émission Carte sur table. Carte sur table avec Ibrahima Thiam, président du mouvement politique Un autre avenir, pour décrypter l'actualité africaine et internationale autour du micro de Jean-Yves Duval. Ibrahima Thiam face à Jean-Yves Duval dans l'émission Carte sur table, décryptage de l'actualité africaine et internationale. C'est chaque semaine sur Radio Diaspora Vision. Radio Diaspora Vision est disponible sur Google Play et App Store. Madame, Monsieur, bonjour. Le 20 août 1960, cette date doit dire quelque chose à beaucoup de personnes. C'est à cette date en effet que le Sénégal a proclamé son indépendance, mettant ainsi fin à une présence française qui remontait au XVIIe siècle. Depuis lors, 4 présidents se sont succédés: Léopold Sédar Senghor, Abdou Diouf, Abdoulaye Wade et Macky Sall. Les uns et les autres ont conduit des politiques différentes pour le pays, et aucun n'a pu satisfaire tout le monde. C'est le propre des démocraties, où le pluralisme des idées permet à plusieurs courants de s'exprimer et aux électeurs de faire connaître leurs préférences. Une chose est certaine, depuis 21 ans, sous l'impulsion de ces 4 dirigeants, le Sénégal apparaît comme un modèle de démocratie, précisément en Afrique. Et cela alors même que le continent a été et continue d'être le théâtre de coups d'État militaires et où ne comptent pas les régimes autocratiques. C'est donc là une réussite majeure de ces 4 chefs d'État sénégalais qui méritent d'être salués et bien sûr encouragés. En 2024, le pays va être confronté à une nouvelle échéance présidentielle pour laquelle le peuple sera appelé à se prononcer. Normalement, selon la constitution actuelle, l'actuel chef de l'État, Macky Sall, n'est pas en droit de se représenter, sauf à réussir un tour de passe-passe constitutionnel qui rabattrait les cartes. J'ai trouvé intéressant que ce midi, notre invité Ibrahima Thiam, sénégalais, président du mouvement Un autre avenir et auteur de 2 essais politiques, Un nouveau souffle pour le Sénégal et Ma part de vérité, nous donne son sentiment sur ces hommes qui ont façonné le Sénégal moderne depuis son indépendance. J'ai choisi pour thème de notre émission d'aujourd'hui, après 4 rois pour le Sénégal, quel joker en 2024? Vous n'ignorez pas en effet que notre émission s'intitule Carte sur table. Ibrahima Thiam, bonjour. Bonjour Jean-Yves Duval. Je pense que lorsque vous parlez de roi, c'est une forme d'humour. Car fort heureusement, le Sénégal est une république et son dirigeant un président élu au suffrage universel. Mais je vois bien qu'avec ce clin d'œil ironique, vous voulez faire allusion à un jeu de cartes. Car il y a bien, en effet, 4 rois. Précisément, vous avez tout compris. Eh bien, commençons à jouer, entre guillemets, si vous le voulez bien. Si je vous demande des 4 présidents cités, quel est votre roi de cœur? Cela ne prête pas à discussion, pas plus pour moi que pour tous mes compatriotes. C'est incontestablement Léopold Sédar Senghor. Et pas seulement parce qu'il a été le premier à présider la toute jeune et nouvelle République, pas seulement non plus parce qu'il est l'auteur de notre hymne national, le Lion Rouge, mais avant tout parce qu'il est, au-delà de son attachement et son rôle au Sénégal, une immense figure africaine. On prétend que chaque nation a un grand homme par siècle. La France a eu le général de Gaulle, le Sénégal a eu Senghor. Et comment oublier qu'avant d'être chef de l'État, il a été poète, écrivain, qu'il a été le premier Africain à siéger à l'Académie française et aussi ministre en France avant l'indépendance du Sénégal. Léopold Sédar Senghor a eu un destin exceptionnel qui force le respect et l'admiration. Et puis, comment oublier qu'il est un de ceux parmi les principaux à avoir approfondi le concept de négritude.
une notion introduite par Aimé Césaire. Il le définissait ainsi: la négritude est la simple reconnaissance du fait d'être noir et l'acceptation de ce fait, de notre destin de noir, de notre histoire et de notre culture. Des générations entières, passées et à venir, lui en sont et seront éternellement reconnaissants. Senghor mérite bien cet éloge, en effet. Et en disant cela, vous faites le porte-parole de tous les Sénégalais, car Senghor était apprécié de tous. Il a d'ailleurs dirigé le pays durant un peu plus de 20 ans, dans la plus totale transparence politique, sans avoir à recourir à des coups d'État pour se maintenir au pouvoir. En effet, une belle longévité, mais aussi une longue période de stabilité, marquée, il faut le dire, par un régime présidentiel fort et autoritaire, où seul son parti était autorisé. Il a été confronté à certaines crises, des grèves, des mouvements de contestation, et il lui a fallu céder à certaines revendications. On lui doit cependant un système éducatif performant. Un peu plus tard, il a restauré le multipartisme et il a démissionné peu avant la fin de son 5e mandat. Son premier ministre, qui était Abdou Diouf, l'a alors remplacé. Je rappelle que celui-ci, avant d'être appelé aux côtés de Senghor, était gouverneur général du Ciné Saloum. Il a commencé par diriger son cabinet avant de devenir ministre et Premier ministre. On peut donc dire que Senghor a été son véritable mentor en politique. En quoi les deux hommes étaient-ils différents? Une première analogie, si vous le voulez bien. Comme son prédécesseur, Abdou Diouf dirigera le Sénégal durant près de 20 ans, de 1981 à 2000. 40 ans d'exercice de chef de l'État dans le respect des règles de la démocratie. Pour deux hommes seulement, ce n'est pas si commun comme situation en Afrique, où l'on est prompt au renversement de régime, au besoin par la force, au putsch et au coup d'État militaire. Une autre analogie entre les deux hommes est leur très grande culture, leur ouverture au dialogue et leur attachement profond à la liberté. Abdou Diouf s'est particulièrement efforcé de positionner le Sénégal dans le monde comme une diplomatie active et aussi a plaidé pour une plus grande unité entre les États africains, en mettant en place une plus grande coopération entre eux. Sur le plan intérieur, il a libéré progressivement notre économie et aussi décentralisé l'administration, ce qui était indispensable. Diriez-vous qu'il a mis en place les structures d'un État moderne, celui qui a permis au Sénégal de s'émanciper réellement? Certainement. Il a notamment doté le pays d'un tissu industriel fort, favorisé la création de grandes entreprises comme la Société nationale des télécommunications, mais aussi les ICS, les industries chimiques du Sénégal. Il a aussi ouvert le Sénégal au tourisme avec la création de stations balnéaires comme celle de Saly Portudal, favorisé le commerce extérieur par l'organisation de nombreux et importants salons professionnels et foires internationales. Tout n'a pourtant pas toujours été rose pour lui. Il a dû faire face notamment à une dévaluation du franc CFA dans les années 1990. Vous avez raison, Jean-Yves Duval. Cela l'a d'ailleurs conduit à conduire une politique d'ajustement structurel qui a été très mal vécue par la population. Mais c'était le seul moyen d'assainir l'économie. Il a ainsi montré qu'un homme politique responsable se devait aussi d'être courageux. Ce n'était pas la voie facile, mais elle a été la bonne. Dans les années 2000, quand il a laissé la place à son successeur, le Sénégal affichait un taux de croissance de 6% et depuis, le pays continue sur cette dynamique avec une croissance variant de 3 à 5. On doit aussi lui reconnaître la construction d'hôpitaux, de lycées, l'accès à l'eau potable, la transformation des produits agricoles. Abdou Diouf a-t-il, dans la mémoire collective des Sénégalais, la reconnaissance qu'il mérite? Oui, certainement. Ce que vous évoquez sont précisément les conséquences, le résultat de sa politique de décentralisation, comme les hôpitaux régionaux dans les grandes villes et les centres de santé et dispensaires dans les petites communes.
mais aussi en effet les lycées et les collèges afin de développer l'instruction à travers tout le pays. À propos de l'eau, on a progressivement remplacé les puits par des forages. Dans les grandes villes, il a permis qu'on raccorde les habitations au réseau de distribution d'eau, ce qui a été une source de bien-être et de confort pour la population. Alors, pour reprendre la symbolique de notre jeu de cartes, si Senghor a été le roi de cœur, que direz-vous qu'a été Abdou Diouf? Je dirais le roi de carreau. Celui qui a permis une transformation du pays en profondeur. Quelqu'un d'entreprenant. On ne veut que son rôle diplomatique. Je vous rappelle qu'il a été l'un des premiers chefs d'État africains à accorder une ambassade à la Palestine. Et que, sur la question de l'apartheid, il a aussi mené un combat farouche sur la scène internationale. En particulier lorsqu'il était président de l'Organisation de l'Unité africaine, l'OUA. Il a d'ailleurs par là même donné à la francophonie, dont il va devenir plus tard président, une forte impulsion politique lors de son 3e sommet. En fait, on peut dire qu'Abdou Diouf a modernisé l'économie du Sénégal tout en instaurant dans le pays une démocratie durable. En 2000, lui qui avait remporté les élections de 1983, 1988 et 1993, et ce, dès le premier tour, va cependant être battu par Abdoulaye Wade. Une page s'est tournée. Voyons voir quel roi va-t-il sortir du jeu. Pour rester dans la métaphore, où vous avez choisi de placer cet entretien, je dirais le roi de trèfle. Alors pourquoi le roi de trèfle? Sans doute parce que je garde un joker dans ma manche. En fait, Abdoulaye Wade aura détenu un record de participation aux élections présidentielles, pas moins de 7. Il a été président durant 12 ans, 8 de moins que ses 2 prédécesseurs, parce qu'il avait établi le quinquennat en 2001, mais qui s'est empressé de rétablir le septennat en 2008. Et lorsqu'il sera battu, ce sera également son ancien Premier ministre Macky Sall qui lui succédera. Qu'avez-vous envie de dire de lui, de ce fondateur du parti, le PDS, de cet avocat aussi, et du père d'un autre Wade, Karim Wade? Il a été pendant longtemps un opposant politique à ses prédécesseurs, puisque, comme je vous le disais à l'instant, il s'est présenté aux élections présidentielles successivement dès 1978, puis en 1983, 1988 et 1993. Il a été ministre d'Abdou Diouf. Excusez-moi de vous interrompre, mais il a aussi été un moment inquiété dans l'assassinat du vice-président du Conseil constitutionnel à la suite de la proclamation des résultats des élections législatives de 1993. On n'a jamais trop bien su ce qui s'était réellement passé. Mais il y a là une page obscure dans le parcours politique de Wade. À l'époque, en effet, lui et 3 membres de son parti avaient été arrêtés, puis relâchés par manque de preuves. Un de vos confrères, journaliste sénégalais, aujourd'hui ministre de Macky, Abdoulatif Coulibaly, a écrit un livre intitulé « Affaire Maître Sey, un meurtre sur commande », où il traitait de ces accusations. Le livre a été censuré au Sénégal et en 2000, Wade a accordé la grâce aux 3 meurtriers de Maître Sey. Des rumeurs ont couru selon lesquelles il aurait indemnisé la famille de celui-ci. Mais ne remuons pas le passé, surtout lorsqu'il n'est pas glorieux. Lorsqu'on examine sa politique, on peut en déduire qu'il a été, lui aussi, un président bâtisseur. Je pense en particulier aux centaines d'écoles, de collèges et de lycées. Il n'a pas été inactif, c'est le moins qu'on puisse dire. Ce que vous dites est juste. D'ailleurs, il avait quadruplé le budget de l'éducation nationale. Mais en revanche, la qualité de l'enseignement reste à désirer. Ce n'est pas moi qui le dis, mais l'ONU. Bâtisseur, oui, il a beaucoup construit sur la corniche à Dakar, notamment des hôtels de luxe. Il a aussi réaménagé le port et construit l'aéroport international Blaise Diagne. Il a aussi beaucoup fait pour l'autoroute et le réseau routier secondaire, ainsi que l'électrification des campagnes. Et pourtant, cela ne l'a pas empêché d'être confronté à des émeutes populaires en 2011. Sous ces 2 mandats, le Sénégal est resté à la 4e place des économies d'Afrique de l'Ouest. C'est là un bilan plutôt positif
flatteur même. Est-ce que vous lui reconnaissez néanmoins un échec? Incontestablement, la Casamance qu'il n'a pas réussi à pacifier alors que cette région a des tendances sécessionnistes. Quand j'évoquais la construction frénétique, cela veut dire aussi spéculation. Et Wade a été régulièrement soupçonné de couvrir la corruption de sa famille et de ses proches. On a souvent reproché à Wade son côté machiavélique et mégalomane, sa volonté de s'incruster au pouvoir. Il a d'ailleurs modifié plusieurs fois la Constitution sans consultation et approbation des chambres. En fait, il a exercé une gestion solitaire du pouvoir en nommant plus d'une centaine de ministres dont certains ne sont restés en poste que quelques mois. Il a promis plus de généraux en 7 ans que Senghor et Abdou Diouf en 40 ans. Il a aussi progressivement écarté les principaux cadres de son parti, notamment Idrissa Seck et Macky Sall. Et à la fin de son règne, il a cherché par tous les moyens à attribuer la fonction de vice-président à son fils Karim, qui lui aurait succédé en quittant le pouvoir. Il a fallu de violentes manifestations en 2011 pour qu'il renonce à ce projet. Et finalement, il sera battu aux élections de 2012 par Macky Sall. Aujourd'hui, il vit paisiblement à Versailles, en France, où il possède 3 résidences, tandis que son fils Karim, condamné par la justice, vit en exil dans les Émirats. Nous arrivons au terme de notre visite de cette galerie des portraits qui ont émaillé 60 années de la vie politique sénégalaise. Et je constate que vous avez gardé la carte du roi de pique pour Macky Sall. Alors ma question est évidemment toute simple, pourquoi? Ce n'est pas une surprise pour vous, Jean-Yves Duval. Vous connaissez mon opposition ferme et résolue à l'actuel chef de l'État. Depuis que je suis entré en politique, et tout spécialement ces dernières années, si d'ailleurs je n'ai pas pu me présenter lors de la dernière élection, c'est parce qu'au dernier moment, Macky Sall a modifié les règles du jeu concernant les parrainages des candidats. Macky Sall est des derniers présidents le plus magouilleur. On l'a vu aussi lorsqu'il a tripatouillé la Constitution à son bénéfice. Cela va faire bientôt 10 ans qu'il est au pouvoir. Après avoir été ministre de Wade et membre du parti, le PDS, il a fondé depuis 2008 l'APR. Le plus drôle, c'est qu'il a milité contre la candidature de Wade en 3e mandat, alors que rien, aujourd'hui encore, ne dit qu'il ne tentera pas de se représenter en 2024. Attendons de voir. Vous évoquiez il y a quelques instants votre impossibilité de vous présenter lors des dernières présidentielles. Mais il y a eu pire si l'on songe au sort de Karim Wade et de Khalifa Sall, 2 de ses principaux opposants, le deuxième étant, je le rappelle, à l'époque maire de Dakar. Ceux-ci ont vu en effet leur candidature annulée par le Conseil constitutionnel par la suite de leur condamnation judiciaire. Vous avez raison. Beaucoup y ont vu là le fait du prince. Mais il y a pire. Si l'on songe que durant le septennat de Macky Sall, la Constitution a été modifiée une dizaine de fois et la loi électorale 18. Dans quel état de droit voit-on autant de combinaisons? Alors qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, le problème n'est pas là. Il faut reconnaître que Macky Sall a su aussi développer un certain nombre d'infrastructures. Le fameux plan, le PSE, le plan Sénégal émergent, qu'il a réduit aussi le train de vie de l'État, qu'il a également réduit le coût de la vie en baissant notamment le prix de l'huile, du riz et du sucre. Encore heureux Jean-Yves Duval, qu'en 12 ans, il a accompli quelques transformations indispensables. Il a été élu pour cela, non? Il est payé pour cela, non? Mais ce qu'il a accompli au cours de son septennat a été très vite corrigé depuis avec une explosion du nombre de ministres jusqu'à 82. Un budget de plus de 1400 milliards de CFA dans la loi de finances 2019 pour la présidence, la primature et les ministères. Autrement dit, un budget triplé en 7 ans. Et en face, que constate-t-on? Que le taux de Sénégalais pauvres s'élève encore à 47%. Que la santé reste chère et difficilement accessible au plus grand nombre. Que les études supérieures sont loin d'être
en adéquation avec les besoins économiques du pays. Je pourrais multiplier les exemples. Alors, si dans votre jeu de cartes, le roi des piques est celui qui a la moins bonne réputation, vous comprenez pourquoi je l'ai attribué à Macky Sall. J'espère seulement qu'il aura la sagesse de laisser jouer l'alternance en 2024 et de ne pas falsifier les règles du scrutin d'ici là. Le Sénégal est une grande démocratie qui a valeur d'exemple dans le monde et singulièrement en Afrique. On ne peut pas salir cette réalité à des fins personnelles, guidé par l'appétit du pouvoir. Un grand chef d'État, c'est aussi celui qui sait se retirer à temps, dans la dignité, comme Léopold Sédar Senghor, Abdou Diouf ont su le faire. Eh bien, merci d'avoir accepté de jouer avec moi cette partie de cartes qui a donné un petit côté original à cette émission d'aujourd'hui, qui nous a permis, grâce à vous, de revisiter l'histoire des 60 dernières années du Sénégal, en compagnie des 4 présidents de la République qui se sont succédés à Dakar depuis l'indépendance du pays. Je ne voudrais pas refermer cette émission sans vous poser une question qui s'impose au travers de l'actualité de la semaine, à savoir la mort pour cause de noyade ou d'hypothermie d'une vingtaine de migrants dans la Manche en essayant depuis la France de gagner l'Angleterre. Quelle a été votre réaction en apprenant cette nouvelle épouvantable? Je vous remercie, en effet, d'évoquer ce drame effroyable et pitoyable. Effroyable parce qu'il s'agit de vies humaines, d'hommes, de femmes, d'enfants qui sont morts dans des conditions atroces, au seul motif qu'ils ont quitté un pays qui n'a pas les moyens de les accueillir pour retrouver une nouvelle patrie, et avec elle la liberté et des conditions de vie décentes. Pitoyable, car derrière ce drame, il y a un vaste trafic d'êtres humains entretenu par des mafias, avec des passeurs sans scrupules. On parle de 4 000 € le coût d'une traversée. C'est une exploitation monstrueuse de la misère et il est terrible de constater qu'au XXIe siècle, des migrants connaissent un sort aussi funeste, que ce soit dans la Manche ou en Méditerranée. 2 mers dont les fonds sont peuplés de cadavres. Il y a quelque chose de juridiquement condamnable et de moralement inacceptable. Où est l'humanité dans tout cela? Qu'en reste-t-il? Vous comprenez bien sûr que nous ne pouvions pas ne pas parler de ce drame, tellement il nous renvoie à nos plus bas instincts. Je parle de ceux de ces mafias en question et à nos valeurs humanistes. En effet, qu'elles soient philosophiques ou religieuses, qui nous rendent intolérables ces informations, ces images d'une détresse absolue. Alors, avant de se séparer, Ibrahim Mathiam, je voudrais dire à l'intention de nos auditeurs qui voudraient revivre certaines de nos émissions que nous avons passées ensemble, donc depuis pratiquement le début de l'année, qu'un ouvrage va sortir en fin d'année qui sera la compilation de ces cartes sur table de 2021, au cours desquelles nous avons ensemble évoqué pêle-mêle la pandémie mondiale du Covid-19, le réchauffement climatique, les différents coups d'État qui ont émaillé l'année, le terrorisme au Sahel, mais aussi le sommet du G20 à Rome, comme la COP26 à Glasgow, et tant d'autres sujets au cours d'une trentaine d'émissions. En effet, Jean-Yves Duval, nous avons tous les deux souhaité, avec le concours de Diaspora Vision, prolonger ces rendez-vous à la radio par une trace écrite, qui pourra servir utilement de repère géopolitique à tous ceux que les problèmes de la planète intéressent. Vos réactions sur les réseaux sociaux nous montrent à quel point vous êtes curieux de l'évolution du monde, et cet ouvrage dont le titre est « Le monde vu de Materanga » est une bonne façon de redécouvrir nos réflexions sur l'actualité chaque semaine. Jean-Yves Duval, en réponse à vos questions pertinentes, parfois provocatrices, je m'efforce de répondre avec sincérité et de la manière la plus objective possible. Car cette émission que vous réalisez n'est pas pour moi une tribune politique. Le temps de la campagne électorale viendra à son temps. Eh bien, merci pour ces précisions. Il fallait qu'elles soient dites. Il me reste à vous donner rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau carte sur table, même endroit, même heure, et selon la formule consacrée. D'ici là, portez-vous bien. Vous écoutez Radio Diaspora Vision, la voix de la diaspora sénégalaise dans le monde.
Chaque semaine sur les ondes de Radio Diaspora Vision, votre émission Carte sur table. Carte sur table avec Ibrahima Thiam, président du mouvement politique Notre Avenir, pour décrypter l'actualité africaine et internationale autour du micro de Jean-Yves Duval. Ibrahima Thiam face à Jean-Yves Duval dans l'émission Carte sur table. Décryptage de l'actualité africaine et internationale, c'est chaque semaine sur Radio Diaspora Vision. Radio Diaspora Vision est disponible sur Google Play et App Store.